Il y avait du sang partout. La femme pouvait à peine garder les yeux ouverts en titubant hors de la caravane, une main pressée contre son abdomen, d'où le sang chaud et poisseux continuait de couler entre ses doigts. Elle n'avait plus de poules. On lui apprendrait ça plus tard, qu'au moment où elle avait réussi à atteindre la voiture qui s'était arrêtée pour elle, au moment où l'ambulance avait hurlé dans les rues de Port Coquitlam en Colombie-Britannique, son cœur avait pratiquement lâché. 3 litres de sang perdu. Mais elle était vivante, à peine. Et pendant, à son poignet gauche, toujours attaché, toujours verrouillé, il y avait une menotte en acier. C'était le 22 mars 1997, et cette femme, une travailleuse du sexe du quartier Downtown Eastside de Vancouver, venait de faire quelque chose que 49 autres femmes n'auraient pas la chance de faire. Elle s'était échappée. Elle s'était échappée d'une ferme porcine appartenant à un homme qui s'appelait Robert William Picton. Un homme qui, à ce moment précis, perdait lui aussi son sang, conduisant jusqu'à l'hôpital avec la gorge tranchée. Le même hôpital. Il serait pris en charge dans des salles d'opération séparées, cette nuit-là, les deux à moitié morts, les deux accrochés à la vie par un fil. Et quand les médecins ont trouvé une clé de menotte dans la poche de Picton, ils l'ont apportée dans sa chambre et ont déverrouillé la menotte qui lui sciait le poignet. Picton a été arrêté, inculpé de tentative de meurtre, d'agression avec une arme et de séquestration. Et puis, 10 mois plus tard, les charges ont été abandonnées. La couronne a dit que la femme était trop instable pour témoigner, elle avait un problème de dépendance, elle avait un casier judiciaire, elle venait du Downtown East Side, elle n'était pas crédible, pas fiable. Alors Robert Picton est sorti libre. Et dans les années qui ont suivi, des dizaines de femmes ont disparu du quartier le plus pauvre de Vancouver. Leurs familles suppliaient la police d'enquêter, elles organisaient des rassemblements, elles fabriquaient des affiches, elles appelaient pour donner des indices. Certains de ces indices visaient directement Robert Picton, mais ces femmes étaient pauvres, elles étaient toxicomanes, elles étaient autochtones, elles étaient travailleuses du sexe, et selon le système, elles ne comptaient pas. C'est l'histoire de l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres du Canada. Un homme qui a sévi pendant des décennies, caché en pleine vue sur une ferme porcine dans la banlieue de Vancouver. Un homme dont les crimes auraient pu être stoppés en 1997 si quelqu'un avait eu la décence d'écouter. C'est l'histoire de Robert Picton. Mais surtout, c'est l'histoire des femmes qui ont été abandonnées. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans le Downtown East Side de Vancouver, c'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent à se tenir dans ces rues. Vancouver, la ville elle-même, est magnifique. Les montagnes au loin, l'océan juste derrière les gratte-ciel, des rues propres dans le centre-ville, des cafés huppés, des boutiques, des touristes qui photographient l'horloge à vapeur de Gastown. Et puis on marche quelques pâtés de maisons vers l'est. Le Downtown East Side, le DTES, comme l'appellent les gens du coin, c'est un périmètre d'une dizaine de pâtés de maisons qui ressemble à un autre monde. Dans les années 90, c'était considéré comme l'un des codes postaux urbains les plus pauvres de tout le Canada. Ce titre lui appartient encore aujourd'hui. Mais à l'époque, pendant les années où Robert Picton chassait, c'était une tempête parfaite de pauvreté, d'addiction et d'abandon. Le revenu annuel moyen dans le DTES était à peine supérieur à 12 000 $, bien en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage était presque 3 fois plus élevé que dans le reste de Vancouver. Les gens vivaient dans des hôtels, avec des chambres individuelles de minuscules pièces sans cuisine, des salles de bain communes au bout du couloir, un loyer mensuel qui avalait l'intégralité du chèque d'aide sociale, 675 $ pour une chambre de la taille d'une cellule de prison. Le gouvernement de Colombie-Britannique avait sabré les programmes sociaux de près de 30% dans les années 90. L'aide sociale ne couvrait pas le loyer, la nourriture, les transports ou la garde des enfants. Il n'y avait que 6 lits disponibles pour les femmes dans le programme de désintoxication locale et il fallait terminer la désintox avant même de pouvoir être orienté vers une cure de réhabilitation financée par l'État. Alors si vous étiez dépendante, sans abri, en train d'essayer de survivre, vous n'aviez que très peu d'options. Le DTES est devenu une décharge. Pas juste pour les gens, pour les échecs de la société.
C'est là que les plus marginalisés finissaient. Des femmes autochtones fuyant la violence dans des communautés éloignées, des femmes sortant du système de placement familial sans nulle part où aller, des femmes échappant à la violence conjugale, des femmes avec des maladies mentales non traitées, des femmes dont l'enfance avait été volée par les pensionnats autochtones, par un traumatisme intergénérationnel, par des systèmes qui avaient été conçus pour les briser. Et beaucoup d'entre elles se sont tournées vers le travail du sexe. Pas parce qu'elles le voulaient, mais parce que c'était la seule façon de survivre. On ne pouvait pas trouver un emploi classique, sans adresse, sans vêtements propres, sans moyens de transport fiables. L'aide sociale ne suffisait pas. Le trafic de drogue était dominé par les hommes, mais le travail du sexe, ça, on pouvait le faire. On pouvait se planter à un coin de rue, monter dans une voiture, gagner 50 $, et peu être, ces 50 $ vous permettraient de passer une nuit de plus. Mais ça faisait aussi de vous une cible. Le DTES, dans les années 90, était un terrain de chasse. Les femmes montaient dans des voitures et parfois elles ne revenaient pas. Parfois elles revenaient battues, étranglées, agressées. Elles le signalaient à la police et la police haussait les épaules. Vous avez choisi cette vie. Vous vous êtes mise en danger. À quoi vous attendiez-vous? Il y avait une épidémie de VIH qui ravageait la communauté, des seringues contaminées, des rapports non protégés, les gens mouraient, mais la réponse de la ville, c'était de les criminaliser davantage, de les pousser encore plus dans l'ombre, de les rendre encore plus vulnérables. Et quand les femmes ont commencé à disparaître, vraiment disparaître, s'évaporer, sans laisser de traces, il a fallu des années avant que quelqu'un ayant du pouvoir commence à faire attention. Parce que, aux yeux du système, ces femmes étaient jetables. Elles étaient toxicomanes. Elles étaient travailleuses du sexe, elles étaient autochtones, elles étaient pauvres, elles étaient, pour reprendre les mots de la commission d'enquête publique, de 2012 abandonnées. Elle s'appelait Sarah de Vries, c'était une femme de lettres. Elle tenait des journaux intimes, des pages et des pages de ses pensées, ses peurs, ses rêves. Elle écrivait de la poésie. Elle écrivait sur sa vie, sur les rues, sur les femmes qu'elle connaissait et qui avaient disparu. Dans une entrée, datée de quelques années avant sa propre disparition, elle écrivait au sujet des femmes portées disparues. « Des femmes meurent », écrivait-elle. « Mes amis meurent, et personne ne s'en fiche. » Sarah avait 29 ans quand elle a disparu en avril 1998. Elle avait lutté contre la dépendance, oui. Elle avait travaillé dans l'industrie du sexe, oui. Mais elle était aussi une fille, une sœur, une amie. Elle avait des gens qui l'aimaient, des gens qui ont remarqué quand elle a cessé d'appeler, des gens qui ont déposé un rapport de personnes disparues et supplié la police d'enquêter. Mais le dossier de Sarah a été ajouté à une liste grandissante, une liste que le service de police de Vancouver ne semblait pas prendre au sérieux. Il y avait Serena Abotsway qui aimait dessiner et peindre. Elle a disparu en août 2001. Elle avait 29 ans. Il y avait Mona Wilson qui avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce selon sa famille. Elle avait 26 ans quand elle a disparu en novembre 2001. Marnie Frey avait 24 ans. Elle avait été signalée disparue à Campbell River, mais elle avait en réalité disparu de Vancouver. Elle a été vue pour la dernière fois en août 1997, quelques mois seulement après l'arrestation, et la remise en liberté de Robert Pickton pour l'agression au couteau. Andrea Josbury avait 22 ans, elle a disparu en juin 2001. Sa mère, Karin, se souvenait d'elle comme d'une fille aimante qui avait sombré dans la dépendance après un traumatisme vécu dans son enfance. Georgina Papin avait 34 ans, elle était membre de la Première Nation de Sal River, elle a disparu en mars 99, Brenda Wolfe avait 32 ans, vue pour la dernière fois en février 99, la liste continuait. Encore et encore et encore. À la fin des années 90, des militants et des membres de famille avaient identifié des dizaines de femmes portées disparues du downtown East Side. Certaines depuis le début des années 80, d'autres plus récemment,
Ils organisaient des rassemblements, ils marchaient chaque année le jour de la Saint-Valentin, un jour censé célébrer l'amour, transformé en mémorial pour des femmes qu'on avait oubliées. Ils apportaient des noms et des visages à la police. Ils disaient « Ces femmes ont disparu. Ces femmes sont en danger. Quelqu'un les enlève. » Et la police disait « Elles sont nomades. Elles ont probablement juste déménagé. Ce sont des toxicomanes. Elles ont probablement fait une overdose quelque part. Ce sont des travailleuses du sexe. Elles ont choisi un mode de vie dangereux. » Mais les familles n'ont pas lâché. En 1998, un groupe de militants a compilé une liste officielle et l'a présentée au service de police de Vancouver. 31 noms. La police a examiné les dossiers et a dit qu'elle ne croyait pas qu'un tueur en série soit impliqué. En 2000, la liste était passée à 40 noms. En 2004, 69, et malgré tout, la réaction était lente, sous-financée, condescendante. En 1998, le détective Kim Rosmo, un profileur géographique au sein du service de police de Vancouver, a analysé les dossiers et a conclu qu'un tueur en série opérait probablement dans la région. Il a créé une carte, un profil, une zone où le tueur pourrait vivre ou travailler. Son analyse pointait vers des zones en dehors du centre-ville, des endroits comme Port Coquitlam. Il a été ignoré, son contrat n'a pas été renouvelé, il a quitté le département. Plus tard, on apprendrait que Rosmo avait eu raison et que la zone qu'il avait identifiée comprenait la ferme Picton. Les familles continuaient à insister. Elles répétaient la même chose, encore et encore. Quelqu'un enlève ces femmes. Quelqu'un les tue. S'il vous plaît, enquêtez. Et pendant des années, personne n'a écouté. Parce que ce n'était pas le genre de victimes qui faisait la une des journaux. Elles n'étaient pas riches, elles n'étaient pas blanches. Ce n'étaient pas des mères de banlieue ou des étudiantes. C'étaient des femmes que la société avait déjà abandonnées. Et Robert Picton le savait. Robert William Picton, connu de la plupart des gens sous le prénom de Willie, est né le 24 octobre 1949 à Port Coquitlam, une banlieue juste à l'est de Vancouver. Il a grandi sur une ferme porcine avec ses parents et ses 2 frères et sœurs, son frère David et sa sœur Linda. La ferme Picton n'était pas un endroit agréable. De l'avis de tous, Willie et Dave avaient eu une enfance difficile. Leurs parents, Leonard et Louise Picton, étaient des accumulateurs compulsifs. La maison était crasseuse, des piles de détritus partout, de la nourriture en décomposition, des ordures empilées jusqu'au plafond. L'odeur des cochons imprégnait tout. Les garçons étaient apparemment moqués à l'école parce qu'ils sentaient le fumier, parce qu'ils étaient sales, parce qu'ils étaient pauvres. Louise Picton était décrite comme froide et autoritaire. Elle dirigeait la ferme d'une main de fer. Léonard était plus passif. La famille gagnait sa vie en élevant des cochons et en les vendant à l'abattoir. Mais c'était un métier difficile. Ils n'étaient pas riches, mais ils possédaient une surface de terrain considérable qui allait prendre de la valeur avec le développement de Port Coquitlam. Willie était discret, maladroit, pas particulièrement intelligent. Il a abandonné l'école et est resté sur la ferme à travailler avec son frère Dave. Quand leurs parents sont morts, Dave et Willie ont hérité de la ferme et des terres. Au fil du temps, alors que les promoteurs immobiliers frappaient à leur porte, ils ont vendu des portions de la propriété et ont fait pas mal d'argent. Mais Willie ne vivait pas comme un homme riche. Il portait toujours des jeans crasseux et des chemises tachées. Il conduisait toujours un vieux camion. Il vivait toujours dans une caravane sur la propriété, entouré de cochons et de saletés. Dave était l'homme d'affaires, plus malin, plus sociable. Il avait lancé une entreprise appelée P&D Salvage qui travaillait dans la ferraille et les matériaux de construction. Dave était la façade publique. Willie était le type bizarre qui restait à la ferme. Mais Willie avait quand même une vie sociale, d'une certaine façon. Au milieu des années 80-10, les frères Picton ont transformé un bâtiment de la propriété en club clandestin ouvert après la fermeture des bars. Ils l'ont appelé la fois Piggy's Palace Good Times Society. Ils organisaient des fêtes gigantesques. Alcool, drogue, musique à fond. Ils engageaient des danseuses exotiques. Des gens de partout venaient, y compris des membres du club de motards Hells Angels,
qui avait une forte présence dans la région. Et des femmes du Downtown Eastside. Willie conduisait jusqu'à Vancouver dans son camion et embarquait des femmes. Il leur proposait de l'argent, de la drogue, un endroit pour faire la fête. Certaines femmes le décrivaient comme maladroit mais inoffensif. Il ne parlait pas beaucoup. Il s'asseyait dans un coin à regarder. D'autres disaient qu'il leur donnait la chair de poule. Une femme qui a survécu à une rencontre avec Willie a dit plus tard qu'il l'avait emmenée à la ferme et qu'elle s'était sentie mal à l'aise tout le temps, une atmosphère bizarre. D'autres personnes autour, mais elle se sentait isolée. Elle a dit qu'elle avait trouvé un prétexte et s'était barrée de là aussi vite que possible. D'autres n'avaient pas eu cette chance. À la fin des années 90, Willie Pickton avait une routine. Il conduisait jusqu'au Downtown Eastside, généralement tard le soir, et il embarquait une femme. Il lui proposait de l'argent, parfois jusqu'à 100 $, pour revenir à la ferme avec lui. Certaines femmes y allaient de leur plein gré, certaines étaient assez désespérées pour avoir besoin de cet argent et ignoraient les signaux d'alarme. Et une fois qu'elles arrivaient à la ferme, beaucoup d'entre elles n'en repartaient jamais. La femme qui a survécu à l'attaque de mars 1997 n'a jamais été nommée publiquement dans les documents judiciaires. On l'appelle la victime ou la plaignante. Appelons-la Jane parce qu'elle mérite un prénom, même si ce n'est pas le sien. Jane avait 30 ans. Elle travaillait dans les rues du Downtown Eastside en essayant de gagner assez pour passer une journée de plus. Elle avait lutté contre la dépendance pendant des années. Elle avait un casier judiciaire. Elle était exactement le genre de femme que Robert Pickton ciblait. Le soir du 22 mars, Willie Pickton l'a embarquée dans son camion. Il lui a proposé de l'argent. Elle a accepté. Ils ont conduit jusqu'à sa ferme à Port Coquitlam. Une fois là-bas, il l'a emmenée dans une caravane sur la propriété. C'était un fouillis encombré, typique de la façon dont Willie vivait. Ils ont eu des rapports sexuels. Après, Jane est allée aux toilettes pour se shooter. Quand elle est ressortie, Willie a claqué une menotte sur son poignet gauche. Jane a paniqué. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il n'a pas répondu. Il essayait d'attacher l'autre menotte à quelque chose, peut être un tuyau, peut être un meuble. Jane s'est débattue. Une lutte a éclaté. Willie a saisi un couteau. Jane essayait de le repousser. Il l'a poignardé plusieurs fois dans la poitrine, dans l'abdomen, dans les mains et les bras, alors qu'elle tentait de se défendre. Mais Jane n'a pas abandonné. Elle a réussi à attraper un couteau de cuisine et elle lui a tailladé la gorge, tranchant profondément dans sa veine jugulaire. Du sang partout. Tous les deux se vidaient de leur sang. D'une façon ou d'une autre, Jane est sortie de la caravane. Elle a titubé à travers la propriété, le sang coulant de ses blessures, la menotte toujours accrochée à son poignet. Elle a atteint la route et a fait signe à une voiture qui passait. Le conducteur a dit plus tard qu'il pensait qu'elle était déjà morte. Elle ne bougeait presque plus. Elle ne parlait plus. Mais elle était vivante, à peine. Willie, de son côté, est monté dans son camion et s'est conduit lui-même à l'hôpital Eagle Ridge. Il a ensuite été transféré à l'hôpital Royal Columbian, le même hôpital où Jane avait été emmenée. Ils étaient dans des salles d'opération séparées quand une infirmière a trouvé une clé de menotte dans la poche du pantalon de Willie. Elle l'a apportée dans la chambre de Jane et a déverrouillé la menotte. Jane était dans le coma pendant 4 jours. Elle avait perdu 3 litres de sang. Elle n'avait plus de pouls à son arrivée. Les médecins ont dit plus tard que c'était un miracle qu'elle ait survécu. Willie a aussi perdu 3 litres de sang. Lui aussi a failli mourir. Quand Jane s'est finalement réveillée, la police était là. Elle leur a raconté ce qui s'était passé. Elle leur a dit que Willie l'avait menottée, qu'il avait essayé de la tuer. Willie a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre, d'agression avec une arme et de séquestration. Ça aurait dû être la fin de la série de meurtres de Robert Pickton. Ça aurait dû être le moment où les enquêteurs lui auraient jeté un œil de plus près à lui, à sa ferme, aux femmes qui disparaissaient du Downtown Eastside, mais ça ne l'a pas été. En janvier 1998, 10 mois après l'attaque, la couronne a suspendu les charges. Elle a dit que Jane était trop instable pour témoigner, elle avait un problème de dépendance, elle avait un casier judiciaire couvrant 2 décennies. Les avocats de la défense
avait soutenu qu'elle était l'agresseur, qu'elle avait attaqué Willie en pleine descente de drogue, et qu'il s'était simplement défendu. La couronne ne pensait pas pouvoir obtenir une condamnation. Alors elle a abandonné l'affaire, et Robert Pickton est sorti libre. Dans les années qui ont suivi l'abandon des charges, au moins 15 des femmes dont il serait plus tard accusé d'avoir tué les ont fait disparaître. 15. Si la couronne avait poursuivi l'affaire, si Jane avait eu la chance de témoigner, si Willie avait été condamné et envoyé en prison, ces 15 femmes seraient peu être encore en vie. Mais Jane n'était pas considérée comme crédible. Elle était toxicomane. Elle était travailleuse du sexe. Elle venait du downtown East Side. Alors son témoignage ne comptait pas. Et les femmes continuaient à disparaître. À la fin des années 90, la crise des femmes disparues à Vancouver avait atteint un point d'ébullition. Des familles, des militants et des organisateurs communautaires criaient à l'aide. Ils organisaient des rassemblements, allaient voir les médias, exigeaient que la police passe à l'action, et certains pointaient directement du doigt Robert Pickton. En 1998, un homme du nom de Bill Hiscox, qui travaillait à la ferme Pickton et était ami avec Dave Pickton, est allé voir la police avec des informations. Il a dit qu'il avait vu Willie avec des femmes du downtown East Side. Il a dit qu'il avait trouvé des affaires appartenant à une femme, un sac à main, des papiers d'identité cachés sur la propriété. Il a dit que quelque chose n'allait pas. La police a pris un rapport mais n'a pas donné suite. Un autre informateur a appelé pour dire que Willie Pickton amenait des travailleuses du sexe à sa ferme et qu'on ne les voyait plus ensuite. Le tuyau a été classé sans être suivi. En 1999, une femme qui était allée à la ferme Pickton a appelé la police et dit qu'elle avait été menacée par Willie. Elle a dit qu'elle avait tout juste réussi à s'en sortir vivante. Le tuyau a été classé. En 2000, une autre femme s'est manifestée et a dit que Willie avait essayé de la menotter lors d'une rencontre. Elle avait réussi à s'échapper. À ce stade, il y avait plusieurs rapports concernant Robert Pickton, plusieurs informateurs, plusieurs signaux d'alarme, et la police n'a rien fait. Pourquoi ? La commission d'enquête sur les femmes disparues de 2012 a identifié par la suite plusieurs raisons, et aucune d'elles n'est facile à entendre. Premièrement, il y avait un biais systémique. Les femmes disparues venaient du downtown East Side. Elles étaient travailleuses du sexe, elles consommaient des drogues, elles étaient souvent autochtones. Aux yeux de nombreux agents, elles n'étaient pas fiables, elles étaient nomades, elles ne valaient pas les ressources nécessaires pour enquêter. Deuxièmement, il y avait un manque de coordination entre les services de police. Le service de police de Vancouver était responsable des affaires de personnes disparues. La Gendarmerie royale du Canada, la GRC, avait juridiction sur Port Coquitlam, où se trouvait la ferme Pickton. Les deux agences ne communiquaient pas bien. Les informations sur Pickton étaient transmises à la GRC, mais les dossiers des personnes disparues étaient gérés par la police de Vancouver. Personne ne faisait le lien. Troisièmement, il y avait une résistance institutionnelle à l'idée d'un tueur en série. Malgré le profil géographique du détective Kim Rosmo qui pointait vers un auteur en série, les officiers supérieurs ont rejeté cette théorie. Ils ne voulaient pas l'attention des médias. Ils ne voulaient pas les ressources qu'une enquête massive exigerait. Ils pensaient que les femmes avaient simplement déménagé, fait une overdose ou quitté la ville. Et quatrièmement, il y avait une conviction profondément ancrée chez certains agents que ces femmes ne comptaient pas. Un enquêteur a admis plus tard, lors de la commission d'enquête, qu'il existait une culture au sein du département qui traitait les travailleuses du sexe du downtown East Side comme moins que des êtres humains. Leur dossier n'était pas prioritaire. Leur famille n'était pas prise au sérieux. Alors même que les informations s'accumulaient, même que la liste des femmes disparues s'allongeait, même que les militants criaient que quelqu'un tuait ces femmes, l'enquête avançait à pas de tortue. Ce n'est qu'en 2001, après une pression publique immense, qu'une task force conjointe a finalement été créée pour enquêter sur les cas de femmes disparues. À ce moment-là, il était trop tard pour tellement d'entre elles. L'affaire contre Robert Pickton n'a pas commencé avec les femmes disparues. Elle a commencé avec une accusation liée aux armes. Le 5 février 2002, la police a exécuté un mandat de perquisition à la ferme Pickton. Ils ne cherchaient pas des preuves de meurtre. Ils cherchaient des armes à feu illégales.
Un informateur confidentiel avait dit à la police que Willie possédait un revolver et Picton, en tant que criminel condamné, n'avait pas le droit de posséder des armes à feu. C'était une perquisition de routine. Du moins, c'était censé l'être. Mais alors que les agents parcouraient la propriété, ils ont commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Il y avait des vêtements de femmes éparpillés un peu partout sur la propriété. Des sacs à main, des chaussures, des pièces d'identité, une veste avec le nom de l'une des femmes disparues écrit à l'intérieur. Et puis, dans l'un des bâtiments, ils ont trouvé un inhalateur. Il portait une étiquette d'ordonnance avec le nom de l'une des femmes disparues. C'est là que tout a changé. Le 22 février, 10 à 7 jours après la perquisition initiale, Robert Picton a été arrêté et inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Les victimes étaient Serena Abotsway et Mona Wilson, 2 femmes figurant sur la liste des disparus. L'enquête a explosé. La police a amené des engins lourds, des archéologues, des anthropologues judiciaires. Ils ont commencé à fouiller la ferme. C'était une scène de crime gigantesque, plus de 4 hectares de terrain, remplis de bâtiments, de caravanes, de porcheries, de ferrailles, d'ordures, de terre et de secrets enfouis. Ce qu'ils ont trouvé dépassait l'entendement. La fouille de la ferme Picton est devenue la plus grande investigation de scènes de crime de toute l'histoire du Canada. Plus de 200 agents ont travaillé sur le site. Ils ont passé au crible des milliers de tonnes de terre. Ils ont fouillé des bâtiments, des porcheries, des structures improvisées. Ils ont utilisé des radars de pénétration du sol. Ils ont fait appel à des chiens renifleurs de cadavres. Et lentement, morceau par morceau, ils ont découvert les preuves de ce que Robert Picton avait fait. Ils ont trouvé des restes humains, des os, des dents, des fragments de crâne. Certains avaient été enterrés, d'autres avaient été mélangés à des restes animaux. D'autres encore avaient été découpés, démembrés, dispersés. Ils ont trouvé des effets personnels appartenant à des dizaines de femmes disparues. Des sacs à main, des vestes, des chaussures, des pièces d'identité, des bijoux, des choses que des femmes n'auraient tout simplement pas laissées derrière elles. Ils ont trouvé de l'ADN, beaucoup. Du sang, des tissus, des cheveux. L'ADN de 33 femmes disparues a finalement été identifié sur la propriété. 33. Dans un bâtiment, ils ont trouvé des congélateurs. À l'intérieur se trouvaient des sacs en plastique contenant des restes humains, des parties de corps, des mains coupées, une tête coupée. Ils ont trouvé des seringues, des seaux, des outils couverts de sang. Ils ont trouvé un revolver dégradé avec un accessoire artisanal qui pouvait servir de silencieux. Et ils ont trouvé les effets personnels d'une femme, y compris sa pièce d'identité à l'intérieur de la caravane de Willie. Les preuves judiciaires dressaient le tableau d'une horreur inimaginable. Willie Picton embarquait des femmes du downtown East Side et les emmenait à sa ferme. Il les conduisait dans une caravane ou un bâtiment sur la propriété. Il les tuait souvent par strangulation, parfois par balle, puis il démembrait leur corps. Certains restes étaient donnés à manger aux cochons. Les cochons mangent de tout, y compris les os. D'autres restes étaient enterrés ou dispersés sur la propriété. L'une des révélations les plus troublantes est venue des autorités sanitaires. En mars 2004, le médecin hygiéniste de Colombie-Britannique a émis un avertissement à toute personne ayant acheté de la viande de la ferme Picton. Il a dit qu'on ne pouvait pas exclure la possibilité que des restes humains aient été mélangés à des produits à base de porc et vendus au public. Laissez ça reposer un instant. Robert Picton aurait pu mélanger de la chair humaine avec du porc et le vendre sous forme de saucisses, de viande hachée ou de jambon. Une partie de cette viande est allée chez des voisins, une autre a été donnée lors d'événements caritatifs, une autre encore a été vendue sur des marchés de producteurs. L'enquête a également révélé que Willie n'avait pas agi entièrement seul. Son frère, Dave et d'autres personnes sur la propriété étaient au courant de ses activités, ou du moins auraient dû l'être. Mais Dave n'a jamais été inculpé pour meurtre. Il a cependant été condamné plus tard pour ne pas avoir signalé une arme à feu retrouvée lors de la perquisition. L'excavation de la ferme a duré 21 mois, de février 2002 à novembre 2003. À la fin, les enquêteurs avaient collecté 200 000 échantillons d'ADN, plus d'1 million de pages de documents.
et des preuves physiques qui remplissaient des entrepôts entiers. Et ils avaient de quoi inculper Robert Pickton du meurtre de 27 femmes. Pendant que les enquêteurs fouillaient les horreurs de la ferme Pickton, Willie se trouvait dans une cellule de prison en attente de son procès. Et la police était sur le point d'obtenir des aveux. Après son arrestation, des agents de la GRC ont mené des interrogatoires formels. Willie était calme, presque détaché. Il niait avoir tué qui que ce soit. Il disait qu'il ne savait pas comment les affaires de femmes s'étaient retrouvées sur sa propriété. Il disait que quelqu'un d'autre les avait être mises là, mais les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont placé un agent infiltré dans la cellule de Willie, quelqu'un se faisant passer pour un autre détenu, quelqu'un en qui Willie pensait pouvoir avoir confiance, et au cours de plusieurs heures, Willie a commencé à parler. L'agent infiltré avait été formé pour instaurer un lien de confiance, pour mettre Willie à l'aise, pour poser les bonnes questions sans être trop évident. Et ça a marché. Willie a avoué, il a dit à l'agent infiltré qu'il avait tué 49 femmes. 49. Il a dit qu'il voulait en faire 50 piles, mais qu'il s'était fait attraper avant de pouvoir terminer. L'aveu a été enregistré et serait plus tard diffusé lors du procès. La voix de Willie décontractée, presque vantarde parlant de comment il embarquait des femmes, comment il les tuait, comment il se débarrassait de leur corps. Il a dit qu'il les étranglait ou les abattait. Il a dit qu'il les découpait comme des cochons. Il a dit qu'il en avait donné certaines à manger à ces cochons et avait mélangé d'autres avec des produits à base de porc. À un moment de l'enregistrement, l'agent infiltré lui a demandé comment il avait réussi à tuer autant de femmes sans se faire attraper. Willie a ri. Il a dit que personne ne se souciait de ces femmes. Il a dit que c'était des drogués et des putes et que la police s'en foutait complètement. Et pendant des années, il avait raison. L'aveu était accablant. Combiné aux preuves physiques, à l'ADN, aux effets personnels, aux restes trouvés sur la propriété, les procureurs avaient un dossier écrasant. Robert Pickton allait passer en jugement le 30 janvier 2006. Le procès de Robert William Pickton devait commencer à New Westminster, en Colombie-Britannique. Il avait initialement été inculpé de 27 chefs de meurtre au premier degré. Mais avant même que le procès ne commence, un chef d'accusation a été rejeté faute de preuves suffisantes. Ça ramenait le total à 26, puis, dans une décision controversée, le juge a divisé les charges en 2 procès séparés. Le premier traiterait de 6 chefs de meurtre, le second couvrirait les 20 restants. Le raisonnement était que un procès avec les 26 chefs d'accusation serait trop complexe, trop long et potentiellement accablant pour un jury. Alors le premier procès s'est concentré sur 6 femmes. Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Josbury, Marnie Frey, Georgina Papin et Brenda Wolfe. Le procès a duré presque 1 an. C'était l'un des procès les plus longs et les plus coûteux de l'histoire du Canada. Les procureurs ont présenté les témoignages de 129 témoins. Ils ont introduit plus d'1 million de pages de documents comme preuve. Le jury a entendu parler de l'ADN trouvé sur la ferme, des effets personnels, des restes découverts dans des congélateurs et enterrés dans la terre. Ils ont entendu l'aveu fait à l'agent infiltré, la voix de Willie disant qu'il avait tué 49 femmes. Ils ont entendu des anthropologues judiciaires qui avaient identifié des fragments d'os. Ils ont entendu des pathologistes témoigner des causes du décès. La défense, menée par l'avocat Peter Ritchie, a soutenu que Willie n'avait pas agi seul. Ils ont mis en avant l'ADN d'autres individus trouvés sur certaines preuves. Ils ont avancé que quelqu'un d'autre aurait pu commettre les meurtres et que Willie était simplement présent ou aidé à se débarrasser des corps, mais qu'il n'était pas le tueur. C'était une stratégie conçue pour instiller un doute raisonnable. Si le jury croyait que quelqu'un d'autre était impliqué, il pourrait ne pas condamner Willie pour meurtre au premier degré. L'accusation a répondu que, même si d'autres étaient impliqués, Willie était le principal auteur des faits. C'est lui qui a tiré les femmes à la ferme, lui qui les tuait, lui qui les démembrait. Que quelqu'un l'ait aidé ou non ne changeait pas sa culpabilité. Le jury a délibéré pendant des jours. Et le 9 décembre 2007, il est revenu avec un verdict, non coupable sur 6 chefs de meurtre au premier degré, mais coupable
sur 6 chefs de meurtre au second degré. La différence est significative. Le meurtre au premier degré requiert la preuve de préméditation et de planification. Le meurtre au second degré signifie que le meurtre était intentionnel, mais pas nécessairement planifié à l'avance. Le verdict a été controversé. Beaucoup de gens, y compris les familles des victimes, croyaient que Willie avait absolument planifié ces meurtres. Il ciblait des femmes vulnérables. Il les amenait sur un site de mise à mort. Il avait un système bien rodé, mais le jury a trouvé un doute raisonnable sur l'élément de préméditation. Le 11 décembre 2007, Robert Pickton a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. C'était la peine maximale pour meurtre au second degré, en vertu du droit canadien équivalente à ce qu'il aurait reçu pour des condamnations pour meurtre au premier degré. Le juge du procès, James Williams, a déclaré dans son discours de détermination de la peine: « La conduite de M. Pickton était meurtrière, et ce, de façon répétée. Je ne peux pas connaître tous les détails, mais je sais ceci. Ce qui leur est arrivé était insensé et méprisable. » Les familles des 6 victimes ont lu des déclarations d'impact devant le tribunal. Elles ont parlé de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs amis. Elles ont parlé de la douleur, de ne pas savoir pendant des années ce qui s'était passé. Elles ont parlé de l'horreur d'apprendre la vérité. Karine Josbury, la mère d'Andrea Josbury, a dit « Tu m'as arraché mon premier enfant. Tu me l'as volé et tu ne lui as montré aucune pitié. » Après le procès, les procureurs avaient une décision à prendre. Ils pouvaient passer au second procès les 20 charges restantes. Mais en août 2010, la couronne a fait une annonce. Elle suspendait les 20 charges restantes. Suspendre des charges signifie qu'elles sont mises en suspens indéfiniment, mais pas formellement abandonnées. Théoriquement, elles pourraient être relancées si de nouvelles preuves apparaissaient, mais en pratique, ça signifiait que Willie ne serait jamais jugé pour ces 20 meurtres. Le raisonnement était simple. Willie purgeait déjà la peine maximale. Un second procès coûterait des dizaines de millions de dollars, prendrait des années et n'entraînerait pas de temps de prison supplémentaire. Il retraumatiserait les familles sans servir aucun but pratique. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette décision. Certaines familles voulaient que le dossier de leur fille passe en jugement. Elles voulaient une reconnaissance officielle, un verdict de culpabilité, une clôture, mais ça n'est pas arrivé. Robert Pickton a été condamné pour 6 meurtres. On le soupçonnait, avec de solides preuves, d'en avoir commis au moins 27. Et il a avoué 49. Mais seulement 6 condamnations. C'est la réalité. En octobre 2010, la province de Colombie-Britannique a annoncé une enquête publique sur l'investigation des femmes disparues et l'affaire Pickton. L'enquête, dirigée par l'ancien juge et procureur général Wally Oppal, avait pour mission d'examiner ce qui avait mal tourné. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour stopper Robert Pickton? Pourquoi tant d'informations avaient-elles été ignorées? Pourquoi les femmes disparues n'avaient-elles pas été prises au sérieux? L'enquête a tenu 93 jours d'audience. 85 témoins ont témoigné, dont des policiers, des enquêteurs, des militants et des membres des familles de femmes disparues. Et le 10 à 7 décembre 2012, Oppal a publié son rapport final. Il faisait 1448 pages et il s'intitulait « Forsaken, abandonné ». Le rapport ne mâchait pas ses mots. Les conclusions d'Oppal étaient accablantes. Il a conclu que des défaillances flagrantes de la police avaient permis à Robert Pickton d'échapper à l'arrestation pendant des années et de continuer à tuer. Il a identifié plusieurs défaillances critiques. Premièrement, la police n'avait pas pris correctement en charge les signalements de femmes disparues et n'avait pas agi dessus. Quand des familles signalaient la disparition de leurs proches, les agents écartaient souvent ces rapports. Ils disaient que les femmes étaient nomades, qu'elles avaient probablement juste déménagé, qu'elles finiraient bien par réapparaître. Les rapports étaient classés, mais pas instruits. Deuxièmement, la police n'avait pas utilisé les outils d'enquête disponibles. Le profilage géographique du détective Kim Rosmo, qui pointait vers la région de Port Coquitlam, avait été ignoré. Les agents n'avaient pas suivi les informations reçues. Ils n'avaient pas coordonné entre les agences. Troisièmement, il y avait un biais systémique.
Le rapport d'Opale l'énonçait clairement. Il y avait un biais systémique de la part de la police. Il expliquait que ce biais n'était pas nécessairement intentionnel, mais qu'il était bien réel. Les femmes disparues étaient pauvres, dépendantes, travailleuses du sexe, souvent autochtones. Les agents ne les considéraient pas comme des personnes qui comptaient, leur dossier n'était pas prioritaire. Opal a déclaré: ces femmes étaient vulnérables. Elles étaient traitées comme des déchets instables, peu fiables. Elles n'ont pas reçu un traitement égal de la part de la police. Quatrièmement, il y avait une défaillance de leadership. Des officiers supérieurs avaient écarté les inquiétudes, ils avaient résisté à l'idée d'un tueur en série, ils n'avaient pas alloué de ressources, ils avaient privilégié les apparences à la justice. Opal a également abordé l'attaque de 1997, celle où Willie Pickton avait été inculpé, puis relâché. Il a dit que la décision de suspendre ses charges avait été une erreur catastrophique. Si Willie avait été condamné, s'il avait été en prison, les femmes qui ont disparu après 1998 seraient probablement encore en vie. Le rapport contenait 63 recommandations pour réformer les services de police, les services aux victimes et la façon dont les cas de personnes disparues sont traités. Certaines de ces recommandations ont été mises en œuvre, d'autres non, mais la conclusion centrale était claire: le système a abandonné ces femmes. Pas à cause d'un mauvais flic ou d'une mauvaise décision, mais parce que tout le système était construit d'une façon qui dévaluait certaines vies. Les femmes du Downtown Eastside étaient abandonnées bien avant que Robert Pickton n'arrive. Il n'a fait qu'exploiter ce qui existait déjà. Robert Pickton a passé le reste de sa vie en prison. Il a été transféré à l'établissement Kent en Colombie-Britannique, puis plus tard à l'établissement de Port-Cartier au Québec, un établissement à sécurité maximale, loin des lieux de ses crimes. Pendant des années, il a vécu tranquillement en prison. Il a fait appel de ses condamnations, arguant que le juge du procès avait commis des erreurs dans ses directives au jury. Les appels sont allés jusqu'à la Cour suprême du Canada. En juillet 2010, la Cour suprême a confirmé ses condamnations. L'affaire était close. Mais la douleur, elle, ne l'était pas. Pour les familles des victimes, il n'y avait pas de véritable clôture. Beaucoup des femmes que Robert Pickton avait tuées n'ont jamais été officiellement reconnues comme ses victimes. Seulement 6 familles ont eu droit d'entendre les mots « coupable ». Les autres se sont retrouvées avec des charges suspendues, des soupçons, des preuves ADN qui confirmaient leurs pires craintes, mais sans reconnaissance officielle. Certaines familles ont intenté des poursuites contre la police, la ville de Vancouver, la province et le gouvernement fédéral. Elles alléguaient que la négligence et le biais dans l'enquête avaient permis à Pickton de continuer à tuer. En 2014, certaines de ces familles ont obtenu un règlement à l'amiable. La crise des femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada a continué longtemps après l'arrestation de Pickton. Son affaire est devenue le symbole de la façon dont les femmes autochtones sont traitées par le système, jetable, oubliable, abandonné. En 2015, le gouvernement canadien a lancé une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'enquête a publié son rapport final en 2019, qualifiant la crise de génocide. Elle reprenait bon nombre des conclusions de l'enquête Pickton: biais systémique, manque de ressources, défaillance dans les enquêtes, et le 30 et 1 mai 2024, Robert William Pickton est mort. Il avait 74 ans. Il avait été agressé par un autre détenu, le 10 à 9 mai, à l'établissement de Port-Cartier. L'attaque lui avait laissé des blessures graves. Il avait été transporté à l'hôpital, où il était resté dans un état critique pendant plusieurs jours, et puis il est mort. Quand la nouvelle est tombée, les réactions ont été mitigées. Certaines familles de victimes ont dit qu'elles ressentaient un soulagement. Cynthia Cardinal, dont la sœur Georgina Papin avait été assassinée par Pickton, a déclaré: « Ça va apporter de la guérison, je ne dirai pas à toutes les familles, mais à la plupart. Je peux vraiment avancer, me reconstruire et tourner cette page. » D'autres se sont sentis lésés. Elles voulaient qu'ils vivent plus longtemps, qu'ils souffrent plus longtemps, qu'ils passent des décennies à penser à ce qu'il avait fait.
Certaines familles étaient en colère qu'il n'ait jamais été jugé pour toutes ces victimes. Elles voulaient que les noms de leurs filles fassent partie du dossier officiel, qu'elles soient comptabilisées, qu'elles comptent. Et certaines personnes ne ressentaient rien, parce que quoi qu'il arrive à Robert Picton, ça ne ramènerait pas les femmes qu'il avait tuées. Sarah DeVries, Serena Abotsway, Mona Wilson, Marnie Frey, Andrea Josbury, Georgina Papin, Brenda Wolfe et tant d'autres. 49, d'après ses aveux. 33, d'après les preuves ADN trouvées sur la ferme. 69 noms sur la liste officielle des femmes disparues. Combien étaient ces victimes? On ne le saura jamais avec certitude, mais ce que l'on sait, c'est ceci. Robert Picton a pu tuer aussi longtemps parce que le système ne se souciait pas des femmes qu'il ciblait. Elles étaient pauvres, elles étaient toxicomanes, elles étaient travailleuses du sexe, elles étaient autochtones et aux yeux de trop de gens au pouvoir, elles ne comptaient pas. C'est ça la vraie horreur de cette affaire. Pas seulement qu'un homme était un monstre, mais que tant de gens, tant d'institutions, tant de systèmes ont regardé ailleurs pendant que ce monstre chassait. Les femmes du Downtown Eastside de Vancouver méritaient mieux. Elles méritaient d'être vues comme des êtres humains. Elles méritaient d'être protégées. Elles méritaient justice. Et pendant trop longtemps, elles ont été abandonnées. Qu'elles soient en mémoire, non pas comme les victimes de Robert Picton, mais comme des filles, des sœurs, des mères, des amies, comme des écrivaines, des artistes, des rêveuses, comme des personnes qui comptaient parce qu'elles comptaient. Elles comptent et elles compteront toujours. Reposez en paix à toutes les femmes dont la vie a été volée. Vous n'êtes pas oubliés.